Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, le point lecture de ce mois d'avril 2023. Pour information, ne vous étonnez pas si au cours de la vidéo je change de tenue. J'ai dû tourner en deux parties parce que j'avais pas tous les livres au moment du premier tournage. Donc pas de soucis, c'est tout à fait normal et sans plus attendre, je vais vous présenter les différentes lectures de ce mois. Petit spoil, il y a quand même pas mal de pépites. Dans un premier temps, je vais vous parler de Forrest Gump de Winston Groom aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Concernant l'histoire, on est vraiment sur les mêmes bases que pour le film qui est relativement connu je pense. Mais au cas où, je vais quand même vous faire un petit topo. Forrest Gump du coup c'est l'histoire du personnage éponyme qui est ce qu'on pourrait appeler une personne plutôt simple d'esprit. Il se qualifie lui-même d'idiot mais il défend très souvent le fait que ça fait pas de lui un raté dans la vie, que concrètement ça veut pas dire grand chose sur lui-même. Ce Forrest Gump il va lui arriver pas mal d'aventures, souvent du fait de quiproquos parfois très farfelus, et on va donc nous proposer tout au long de l'histoire une aventure vraiment rocambolesque qui va verser presque parfois dans l'absurde. Mais vraiment c'est une très belle histoire qui en plus de ça, l'air de rien, va nous proposer également une critique de la société américaine contemporaine. Par rapport au film, si vous ne savez pas par lequel commencer ou si vous souhaitez le lire en dépit du fait que vous avez déjà vu le film, pas de crainte à avoir parce qu'en fait le livre propose vraiment une expérience différente de celle du film. On a des aventures qui sont pas présentes dans le film, on a une dimension critique qui est beaucoup plus apparente dans ce roman, et je trouve même que c'est plutôt intéressant de comparer les différences entre le film et le livre pour voir un peu les intentions de l'auteur et celles du réalisateur. Pour ce qui est du livre en lui-même, on a vraiment une histoire qui est très plaisante à lire, qui fait du bien au moral. Alors certes on va nous parler parfois de la guerre, de son absurdité, de sa violence, mais avec le regard de Forrest Gump et son regard, ce personnage il est terriblement attachant. Personnellement j'ai pris énormément de plaisir à suivre sa façon de voir le monde, sa perception notamment de la guerre, ses amitiés, sa vision de la chose est presque parfois très naïve et en fait mais ça apporte une douceur qui est la bienvenue, de façon à vraiment nous proposer un livre qui est à la fois doux, touchant et en même temps engagé. Et donc c'est le genre de livre que une fois qu'on l'a terminé on le referme avec un grand sourire et on serait presque tenté d'y retourner ou en tout cas de re-regarder le film si on l'a pas déjà vu. Pour ce qui est des aventures qui parfois sont un peu à la limite de l'absurde, comme je vous le disais, des fois on se dit mais comment on en est arrivé à ce point là mais vraiment ça choque pas le lecteur parce que Forrest Gump va vraiment nous amener les informations avec sa perception à lui, avec son caractère à lui, donc ça va fluidifier vraiment les actions, ça va fluidifier la compréhension du texte et au final le lecteur se retrouve embarqué dans l'histoire en même temps que Forrest Gump. Les deux comprennent pas trop où ils vont mais finalement ça débouche sur une très belle histoire que je ne peux que vous recommander aujourd'hui et qui a été un très gros coup de cœur de ce mois d'avril. Alors j'ai également lu pendant ce mois d'avril 2023 un très bon livre en jeunesse, donc Gazelle Punch de Nancy Gilbert, que je pense aussi avoir présenté dans mon book haul. Par rapport à l'histoire on va vraiment tourner autour du personnage de Violette et de certains adolescents. Donc Violette c'est une dame, une femme qui vit dans une maison un peu isolée en pleine campagne et qui a pour but d'être famille d'accueil pour des enfants qui sont placés, qui sont en difficulté, qui sont liés à des affaires criminelles ou en tout cas qui virent mal et qui ont besoin d'être entourés, d'être encadrés. On va notamment suivre Dempsey qui est lui un jeune homme qui est passionné de boxe, il va en faire son métier sauf que derrière il sombre un peu dans la violence, il a pas mal de problèmes familiaux qui font que ça accentue ses difficultés. Donc au lieu de passer par la case prison, on va l'emmener vers Violette. C'est également le cas pour Livia qui est une jeune femme pareil qui a des difficultés familiales qui lui pèsent énormément. Elle fait pas mal de crises de panique, donc elle est vraiment pas bien dans sa peau et pareil elle va être amenée à intégrer le foyer de Violette pendant un temps et notamment donc pendant les grandes vacances où Violette se propose d'accueillir des adolescents dans un cadre qui est quand même mieux. On va dire que la ville c'est stimuli. Pour les occuper, Violette ce qu'elle va faire c'est qu'elle va proposer pas mal d'activités, donc de l'escalade, du canoë-kayak, de la marche rapide, donc elle va chercher à les occuper, à les faire parler et également à les aider de son mieux. Et c'est vraiment une très belle histoire profondément humaine sur ces relations qui se tissent un peu pas par hasard, par nécessité, par besoin, avec des
des adolescents qui sont très touchants, qui ont vraiment des parcours qui se ressemblent mais en même temps qui sont très différents, mais enfin, ça se rejoint sur certaines thématiques, mais ça nous propose également un large panel de représentation de l'adolescence et de certains problèmes rencontrés. Et honnêtement, c'est un livre que j'ai lu en une soirée, que j'ai eu beaucoup de mal à refermer parce que j'ai adoré l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance douce, sans jugement, où on cherche vraiment que la bienveillance. C'est pas tout le temps que je lis ce genre de livre, donc c'est clairement le type de lecture que j'aime faire durer. Et là j'ai pas su parce qu'il fallait absolument que je sache comment tout ça allait se terminer. Alors il se passe pas énormément de choses, hein. Vous êtes pas sur le roman avec énormément d'actions, de rebondissements et j'en passe, mais je trouve vraiment que le traitement des relations humaines est très très bien joué de la part de l'autrice et qu'on est vraiment sur une histoire qui mérite d'avoir un peu plus d'attention, qui mérite d'être reconnue. Je vous le recommande vivement. Si vous le voyez en librairie et que l'histoire vous tente, n'hésitez pas. Je vais vous parler également d'une lecture pas là pour le coup comme Gazelle Punch, vraiment que j'ai adoré dans ce mois d'avril 2023. Et donc il s'agit de Absolu, le premier tome de Margot Dessen ou Dessen, je suis désolée par avance. Pour celles et ceux qui ont beaucoup aimé Le Labyrinthe de James Dashner, il est un peu dans la même ligne, dans la même continuité, mais je dirais que j'ai préféré Absolu, pour être honnête. Je dirais même c'est un peu à au croisement de Divergente et de Labyrinthe. Un peu dans ce style-là. Vous êtes dans une société du futur. Je vais pas se dire qu'on nous dise une date précise, mais on sait que ça se passe dans un futur qui semble pas si éloigné de ça. On suit deux personnages, notamment, principalement Prim et Johanna au début de l'histoire, qui sont donc deux jeunes gens destinés à deux carrières différentes. La société en elle-même est organisée de façon un peu à la Divergente, où on a d'un côté ceux qui vont être plutôt du côté de la formation de guerriers, ceux qui vont partir pour l'armée, ceux qui sont plus à vocation de soigner, les érudits, enfin voyez, un peu ce système de division de la société. Prim il est plutôt au niveau de... il se destine à devenir formateur de combat, tandis que Johanna, elle souhaite plus devenir scientifique dans le médical. Sauf que la société dans laquelle ils évoluent est à nouveau une organisation très particulière, puisque chaque année en fait on sélectionne des jeunes gens un peu au hasard pour qu'ils soient envoyés en dehors des murs de la cité pour affronter une créature qu'on appelle la chose, et aucune des 20 précédentes générations n'est jamais revenue et on n'en a jamais eu aucune nouvelle. Ils ont été envoyés au casse-pipe et voilà, pas de nouvelles depuis. Vous en doutez, mais Prim et Johanna voient leur projet de carrière contrarié puisqu'ils sont désignés eux pour être envoyés de l'autre côté du mur. C'est considéré comme un honneur, mais on voit bien que les deux jeunes gens n'en pensent pas moins. Et ils vont être rejoints par Edward, je crois, c'est ça, Edward, qui va devenir aussi un autre personnage qu'on va suivre et qu'on va voir évoluer en dehors de la zone de protection avec la menace de la chose, mais pas que, parce que le monde à l'extérieur s'est organisé d'une autre façon qui n'est pas moins dangereuse pour nos différents personnages qui vont faire des rencontres plus ou moins amicales. Ça dépend des personnes. Mais c'est vraiment très très chouette comme histoire. Je pense que je le pitch pas très bien pour le coup. Je l'ai lu il y a pas longtemps, alors ça reste frais mais un peu brouillon dans ma tête. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la construction même du roman. En fait, on va alterner donc entre les différents points de vue des personnages, mais on va également avoir de temps en temps un chapitre qui va venir d'un peu nulle part, d'une voix un peu lointaine qu'on devine du passé mais qu'on serait pas trop situé, et qui recontextualise ou qui donne un peu plus d'informations sur le fonctionnement même de ce monde que l'autrice nous propose. Donc vraiment très chouette, avec des personnages qu'on prend plaisir à suivre, qui ont tous voilà, leur caractère propre, leurs rêves propres, et qui tentent un peu de comprendre ce qui se passe autour d'eux, qui tentent de comprendre ce que c'est que la chose et pourquoi elle agit comme ça, qui tentent de comprendre les enjeux un peu géopolitiques même, enfin en tout cas de la topologie un peu de la zone du Dor. Mais vraiment très chouette. Et alors je pense n'être pas la seule, mais j'attends impatiemment le tome 2 parce que c'était vraiment chouette en fait, au niveau de l'histoire, de l'écriture. Une fois qu'on plonge dedans, en fait on a envie de savoir la suite. Puis il y a quand même pas mal de suspense qui est ménagé tout au long, donc c'est vraiment sympa. Certains choix de l'autrice sont également très surprenants. Alors je ne spoil rien parce que je veux pas gâcher votre plaisir, mais j'ai été agréablement surprise par les risques qu'elle a pris au cours de ce premier tome. Mais vraiment c'est sympa de voir comme ça une autrice qui ose s'aventurer en dehors des sentiers battus et qui propose ouais voilà quelque chose de neuf, de frais dans la littérature young adulte. Donc vraiment très chouette, et je vous invite vivement à le lire si vous le voyez. Alors ensuite, je vais vous parler de Le Royaume des Damnés de
Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Alors, par contre les termes, excusez-moi d'avance pour les prononciations, je vais être un peu comme d'habitude un peu à côté de la plaque très certainement. Alors, on a deux personnages au tout début de l'histoire. On a donc Emilia et sa sœur jumelle qui sont ce qu'on appelle des stregues, donc qui sont entre guillemets, pour vous simplifier la chose, des sorcières. Toute leur enfance, leur grand-mère les a mises en garde à de très nombreuses reprises. Limite, ça devenait presque une blague pour les deux jeunes filles qui comprenaient pas trop pourquoi voilà, elle était autant superstitieuse, pourquoi il fallait porter un collier et ne jamais l'enlever, pourquoi il y avait des amulettes et j'en passe. Sauf que elles vont très rapidement comprendre la raison de toutes ces précautions prises par la grand-mère, puisque malheureusement l'une des jumelles va être assassinée parce qu'il pourrait être un démon. Et ce démon semble traîner dans la ville où se trouve l'autre jumelle, donc Emilia, bien décidée à tuer d'autres sorcières pour d'obscures raisons qu'on découvre progressivement. Évidemment, Emilia est loin d'être ravie par le décès soudain de sa moitié et par conséquent, elle se décide à tout faire pour obtenir vengeance, quitte à s'allier à d'autres démons qui sont pas forcément très fréquentables non plus et qui sont organisés de façon, comment dire, vous avez les 7 péchés capitaux, donc la luxure, la colère, qu'est-ce qu'on a d'autre, la gourmandise je crois, enfin bref, vous voyez l'idée. Et elle va notamment s'allier à l'un des démons qui représente la maison de la colère et les deux vont mener leur propre enquête pour essayer d'empêcher un drame d'arriver, parce que c'est sûr qu'un drame va arriver, mais quand et pourquoi et où, on ne sait pas. Vraiment très chouette également. Alors c'est pas le roman le plus waouh de ce mois d'avril 2023. Je l'ai beaucoup apprécié parce que c'était bien écrit, il y avait des éléments nouveaux au niveau de la littérature qui étaient apportés. J'ai bien aimé la façon dont le rythme nous capture en tant que lecteur et nous pousse à parcourir toutes les pages, les nombreux rebondissements et cette espèce d'enquête qu'en fait qui se dresse en fait progressivement avec les indices qui sont distribués au compte-gouttes au fur et à mesure et un personnage féminin qui est quand même plutôt attachant, enfin que moi j'ai pris plaisir à suivre. Elle est pas dans le cliché ou en tout cas pas excessivement comme certains personnages, ça se tient et puis même j'ai passé un très bon moment dans l'ensemble. Après évidemment si vous cherchez la lecture qui change tout et qui diffère de tout ce qu'on peut nous proposer actuellement, passez votre chemin, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà vues. Après il y a tellement de lits dans la littérature jeunesse de nos jours que bon, il y a forcément des thématiques ou des schémas qui reviennent. Mais franchement, si vous voulez passer un bon moment avec voilà, une intrigue à base de magie, de démons, d'enquête, pas mal de rebondissements, du rythme, bah n'hésitez pas parce que franchement il est très très chouette. Ah et petite information, il y a quand même une petite romance dedans. C'est pas non plus gnangnan, c'est pas le cœur de l'histoire, et tant mieux parce que quand c'est vraiment trop omniprésent ça peut saouler et je le comprends tout à fait. Là non, ça va, c'est une romance parce qu'on en a quand même pas mal dans la littérature young adulte, donc bref je vous le recommande vivement. J'ai également lu pendant mon mois d'avril Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina. Dans cette histoire on se retrouve plus du côté du Japon et on va suivre notamment Yui qui est une jeune femme qui lors du tsunami de 2011 a perdu et sa fille et sa mère. Forcément ce drame la marque profondément et c'est lors d'une émission de radio qu'elle va entreapercevoir le moyen pour elle de s'en sortir, à savoir qu'il existe une cabine au-dessus qui surplombe une falaise et où les gens vont se rendre spontanément afin de parler à leur mort. La cabine en fait elle est rattachée à rien du tout, mais c'est juste une manière voilà pour certaines personnes de faire leur deuil, de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur leurs émotions ou tout simplement de dire ce qui n'a jamais été dit du vivant des personnes. Donc vraiment très très chouette. Là vous êtes vraiment sur un récit où on suit le personnage de Yui mais en même temps on a droit à une foule d'autres récits de vie, tous plus différents les uns que les autres et qui tournent pas toujours forcément autour du tsunami de 2011, mais c'est vraiment le genre d'histoire voilà qui fait du bien moral, qui est très très douce. Ça m'a fait beaucoup penser au livre Tant que le café est encore chaud ou Les délices de Tokyo, un petit peu dans cette ambiance là un peu cosy, un peu belle, profondément humaine et en même temps qui permet d'aborder des thématiques voilà plutôt compliquées comme là en l'occurrence le deuil. C'est inspiré de faits réels, l'autrice a quand même changé pas mal d'éléments, a inventé toute l'histoire de Yui et c'est vraiment le genre de lecture qui fait
fait du bien au moral, où on en ressort un peu voilà, apaisé en fait, tout simplement. En plus il se lit plutôt rapidement, vous êtes vraiment sur un très court roman, donc c'est parfait pour passer un petit instant hors du temps, pour changer entre deux grosses lectures et en même temps voyager humainement et géographiquement parlant. Donc je vous le recommande. Pendant le mois d'avril, j'ai également beaucoup aimé Sortir au jour d'Amandine D. L'histoire même du livre, elle va commencer à partir du moment où Amandine D va faire la rencontre d'une thanatopractrice, donc à savoir une personne qui s'occupe du corps des défunts. Et ça va vraiment être l'occasion pour elle de s'interroger un peu sur le rapport qu'on entretient avec la mort, sachant que de temps en temps, elle va également parler de sa vie personnelle, de son rapport personnel avec la mort, et notamment autour de dialogues, d'échanges avec son fils, qui lui pose pas mal de questions sur cette étape voilà, de la vie. On a également plein d'autres voilà, petites réflexions comme ça qui sont glissées l'air de rien et qui en même temps sont très intéressantes à lire, à savoir qu'est-ce qu'on laisse une fois qu'on meurt, qu'est-ce que ce lien devient entre les personnes une fois le trépas. Le tout avec voilà, l'humour, le côté mordant un peu de l'autrice qui avait écrit notamment À main nue et La femme brouillon, qui était vraiment chouette aussi, sur d'autres thématiques là pour le coup, parce que La femme brouillon on était plus sur la thématique de la grossesse et À main nue plus sur le rapport à la sexualité. Donc un nouveau sujet un peu épineux, un peu essentiel que l'autrice s'empresse de découvrir au fur et à mesure des pages. On est encore sur un livre qui se lit très facilement. Enfin, en fait on sent vraiment le côté, le texte est pensé pour être lu, pour qu'il y ait vraiment des interprétations ou en tout cas des performances réalisées à partir de celui-ci. Et c'est vraiment très chouette à lire. Enfin, si vous avez jamais lu de livre de l'autrice, je vous conseille vivement. Peut-être commencer par La femme brouillon que je trouve peut-être plus drôle. Enfin en tout cas voilà, il y a vraiment plus le côté mordant. Là on est un peu plus atténué peut-être que dans son premier roman. Enfin je crois de mémoire c'était son premier roman, La femme brouillon. Donc c'est vraiment le type de lecture qui se dévore. Après la thématique, vous y êtes sensible ou pas, mais la façon dont c'est traité par l'autrice, je trouve que c'est vraiment très doux parce que du coup on a de temps en temps le point de vue de Gabrielle qui est donc la thanatopractrice. Et ça reste quand même super intéressant de voir ce rapport à la mort, comment il peut différer chez d'autres individus, comment il peut être perçu, la mission également de ces personnes et l'essence même de leur métier. Enfin c'est vraiment très très chouette à découvrir en même temps que découvrir plus en profondeur l'autrice, ou en tout cas d'un point de vue plus personnel, voilà. Donc il y a toujours cette ambivalence comme dans À main nue où il y avait cette dimension personnelle qui était confrontée à une dimension plus comment dire, extérieure à elle, ou en tout cas plus sociétale si j'ai envie de dire. Donc vraiment un très très beau roman qui se dévore aussi rapidement que ce que nous confions au vent, et qui pareil propose quand même une expérience de lecture qui est plutôt agréable, avec voilà, les caractéristiques de l'écriture de l'autrice plus la façon dont le sujet est traité. Donc je vous le recommande. J'ai également eu un énorme énorme coup de cœur pour Nos plus belles années de Clara Hérault. Alors là vous êtes plus sur un roman jeunesse young adulte qui va traiter notamment donc des violences sexuelles commises dans le cadre de l'université. Alors vous suivez les personnages de Jade et Ambre, qui sont donc deux jeunes filles qui rentrent, enfin deux jeunes femmes qui rentrent à l'université. Elles sont diamétralement opposées mais elles sont meilleures amies depuis l'enfance. Ambre elle est quand même plus réservée et elle voit plus le côté université en tant que scolarité. Parce que Jade, c'est plus l'occasion voilà, de s'épanouir, de profiter de ce qui s'avère être normalement pour la plupart des personnes les plus belles années. Sauf que tout va pas se passer comme prévu puisque l'une des deux va être abusée par un étudiant de leur université. C'est vraiment un roman où je trouve le gros point fort, c'est la justesse du traitement des émotions et des relations entre les différents personnages. Déjà on a Jade et Ambre qui sont deux amies voilà, qui se connaissent depuis très longtemps mais qui divergent de plus en plus parce qu'elles n'ont pas la même vision de l'université et d'autres choses. On voit que chacune voilà, affirme sa personnalité et que forcément il arrive que ça matche plus tellement comme avant, ou en tout cas que ce soit moins simple. Et en même temps une fois que le drame arrive, ce qui est vraiment très très touchant, c'est vraiment ce côté réaliste. On sent vraiment que cette relation elle pourrait exister, que la façon dont ça se déroule après le drame c'est vraiment réaliste. Enfin on a la culpabilité pour l'une
une, la deuxième qui arrive pas à exprimer, à mettre des mots sur ce qui s'est passé et qui a honte en fait parce qu'elle se sent responsable alors que non. Ensuite de ça, on a vraiment tout ce cheminement de, comment dire, post-drame. On a vraiment les différents mécanismes qui se déroulent en fait sous les yeux du lecteur. Le déni, le refus d'en parler autour de soi, le côté se sentir responsable de ce qui s'est passé en disant que ben oui mais j'ai peut-être pas assez dit non ou des choses comme ça. Et c'est vraiment ce côté très réaliste aussi bien des relations entre amis que des violences sexuelles en elles-mêmes qui est très intéressant à découvrir et c'est pas des sujets qui sont amenés de façon trop lourde. Je trouvais vraiment que l'autrice prenait des pincettes en fait, vraiment cherchait à traiter de sujets absolument horribles mais en même temps avec une forme de douceur et de réalisme qui rend vraiment la lecture comment dire Ça fait 15 fois que je tourne autour et j'arrive pas à trouver mes mots. En tout cas, on sent que l'autrice, voilà, elle a essayé d'être la plus bienveillante possible, aussi bien vis-à-vis des différents personnages, de leur évolution, de leur relation, la construction psychologique une fois que les violences sexuelles ont été perpétrées. C'est vraiment ce côté bienveillant et réaliste qui m'a le plus marqué et touché dans cette lecture. Et vraiment, c'est le genre d'histoire où ça peut peut-être permettre de créer des échanges autour des violences sexuelles pour déconstruire la vision de certaines victimes comme quoi elles seraient responsables, ou en tout cas de mettre des mots. Et même au-delà de ça, ça reste une histoire qui est très chouette à lire et qui est pas gnangnan. J'ai du mal à en parler, mais il est vraiment très très chouette comme livre. Très bien écrit en plus de ça, c'est un premier roman, mais franchement c'est vraiment qualitatif en termes d'écriture. Et j'attends les prochains romans de l'autrice avec impatience. Et vu que je n'arrive pas à en parler davantage, tout ce que je peux faire actuellement c'est vous inviter à le lire. Si vous êtes un peu curieux par rapport au travail de l'autrice, n'hésitez pas. Il est vraiment très très chouette. J'ai également beaucoup apprécié pendant mon mois d'avril celui-ci. Donc Fable, le premier tome et également le deuxième tome que j'ai lu et dévoré, mais bon, je ne vais vous parler que du premier tome parce que ce serait dommage de vous gâcher un peu le plaisir. Vous êtes vraiment pour le coup sur une histoire young adulte et même au-delà de fantasy. Dans cette histoire on suit le personnage de Fable. Alors Fable c'est une jeune femme qui est plongeuse sur l'île de Géval, qui est une toute petite île, et elle s'occupe voilà, de collecter notamment des gemmes qu'elle va soutirer des fonds marins dans l'espoir de les revendre sur terre à bon prix. On comprend rapidement que elle n'est pas du tout originaire de l'île en question, que au contraire elle vient d'une famille un peu particulière et que son père l'a abandonnée là-bas en lui faisant comprendre que si elle souhaitait récupérer son héritage, elle devrait apprendre à se débrouiller sur l'île avant de tenter de le rejoindre pour pouvoir proclamer vraiment son héritage. J'en dis pas de trop non plus sur ce personnage puisqu'on la découvre vraiment au fur et à mesure des deux tomes et je veux pas vous dire des choses par erreur qui seraient présentes dans le tome 2 et pas dans le tome 1 parce que je ne sais plus exactement quels détails ont été disséminés où. Donc vous avez juste besoin de savoir ça. Sachant que cette jeune fille va faire la rencontre un beau jour d'un capitaine sur le port qui lui achète régulièrement à très très bon prix ses gemmes et qui est en fait plutôt mystérieux et va notamment lui apporter son aide lorsque la jeune femme va se retrouver mêlée à une histoire un peu rocambolesque et devoir quitter en toute urgence l'île de Géval. C'est vraiment une super série. Alors là je crois qu'il y a 3-4 tomes, je ne saurais plus vous dire exactement. Mais pour être honnête, une fois que j'ai lu le tome 1, il me fallait la suite. J'ai enchaîné les deux et ça m'arrive pas souvent mais voilà. Quand c'est une bonne série comme ça où il y a du suspense, du rebondissement, un univers qui est quand même plutôt fouillé, et j'ai envie d'enchaîner pour pas perdre de détails en chemin parce que j'ai tendance à oublier quand je mets trop de temps entre deux tomes. Et franchement c'est super chouette. La construction des personnages elle est très intéressante. En même temps de ça, l'univers également est plutôt intéressant. On est sur fond de piraterie, donc des choses qui sont quand même plutôt plaisantes à lire au niveau young adulte et au-delà. Et puis c'est pas gnangnan en fait, il y a une romance qui arrive plutôt progressivement, qu'on devine facilement quand même entre qui ça va se dérouler forcément, hein, mais pour autant c'est pas, comment dire, c'est pas lourd au niveau de la narration, c'est pas autour de ça que ça va tourner essentiellement. On va vraiment avoir au-delà de ça l'histoire de Fable qui se déroule progressivement, qu'on découvre et qui est pas mal intéressante quand même. Il est très lourd par contre, j'ai très mal au bras pour se le tenir. Donc non, vraiment une très très chouette série, comme je disais, avec pas mal de rebondissements, bien rythmé au niveau des chapitres. Là le tome 2 nous laisse en plus dans une situation où j'ai envie de savoir la suite, mais il faut attendre qu'elle soit traduite actuellement. Mais vraiment, si vous savez plus quoi lire en série un peu fantasy, romance, young adulte, et je vous invite vivement à vous tourner vers celle-ci. Donc je vais enchaîner cette fois-ci avec alors un livre qui m'a quand même relativement déçue. Sur
sur Instagram, je l'ai placé parmi les déceptions, sachant que le terme déception c'est vraiment... Alors c'est un gros mot entre guillemets, mais c'est surtout pour dire que voilà, il y a des lectures où j'attendais quelque chose derrière. Je suis pas satisfaite pleinement, voire je suis absolument contre. Donc, généralement c'est quand même plus je suis pas entièrement satisfaite qu'autre chose. Mais donc là aujourd'hui je vais vous parler de Mes Hommes de Victoria Kielland aux éditions d'Alva, que j'ai présenté du coup normalement dans mon book haul, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu évidemment. Dans ce livre on va suivre le parcours donc de Belle Gunness, je ne sais pas comment on dit, qui est donc l'une des premières meurtrières en série. Alors sur le papier ça rend très bien, on se dit ok pourquoi pas une histoire sur l'une des premières femmes meurtrières connues en tout cas à ce jour, avec on retrace tout son périple, donc pourquoi pas. Sauf qu'en fait c'est pas tout à fait le livre qu'on va nous proposer au bout du compte. En fait, pour clarifier les choses, ce que je reproche énormément à ce livre, c'est son manque d'accessibilité. Alors il est très bien écrit, et là n'est pas la question, mais je dirais presque qu'il est trop bien écrit et parfois en fait on comprend pas l'action qui nous est décrite, parce qu'on nous propose des belles envolées littéraires, on nous propose des phrases qui sont très belles, franchement il n'y a pas à dire, mais je suis déçue qu'à certains moments, comme par exemple des moments hyper importants comme son premier crime, et ben j'ai pas compris tout de suite qu'on parlait de son premier crime. Et honnêtement, je pense que si vous vous laissez tenter par ce livre, vous vous rendrez compte dès les 50 premières pages si ça vous convient ou pas au niveau du style d'écriture, parce que vraiment, honnêtement, j'ai eu énormément de mal. J'ai dû m'accrocher, j'ai dû me changer un peu les idées, enfin voilà, j'ai dû faire d'autres choses à côté pour pouvoir me dire bon, faut que je reprenne le livre, que je retourne dans ma lecture, parce que ça peut être une belle découverte. Heureusement, les chapitres sont relativement courts, donc ça fait qu'il y a quand même un certain rythme au niveau de l'histoire qui fait que le lecteur n'est pas trop perdu. Je me dis que si ça avait été des très longs chapitres, c'est mort, j'aurais arrêté d'emblée. Mais là, ça va. C'était vraiment des chapitres courts qui permettaient d'avoir un petit rythme rapide avec... alors c'est pas toute sa vie qu'on va suivre, c'est principalement des épisodes de sa vie qui sont marquants dans son parcours criminel. Mais voilà, c'est trop dans l'abstrait à de trop nombreuses reprises, et pour en plus des scènes qui sont hyper importantes, qui sont décisives pour Belle Gunness dans sa formation dans sa construction criminelle. Donc j'ai trouvé ça dommage de louper peut-être des indices ou des choses qui nous en diraient plus sur le personnage en lui-même. Enfin je dis personnage, mais il faut savoir que c'est vraiment inspiré de faits réels. Donc voilà, c'est une lecture exigeante, clairement, qui a du potentiel, qui peut plaire, ça y a pas de souci. Moi ça l'a pas fait parce que je trouvais ça trop abstrait. Et pour tout vous dire, j'ai même dû à la fin, enfin après c'est aussi de la curiosité, donc peut-être que ça a quand même marché un petit peu. Mais je suis allée du coup sur la page Wikipédia et j'ai cherché d'autres informations sur la criminelle en question pour savoir si j'avais bien compris et pour avoir également plus d'informations. Donc je pense que quelque part ça a quand même un peu fonctionné. Ça a attisé ma curiosité en tout cas sur le personnage de Belle Gunness, je ne sais pas. Mais au niveau de l'écriture ça l'a pas trop fait. Je vais également vous parler, alors plutôt rapidement pour le coup, parce que les déceptions c'est pas forcément ce que j'ai en plus envie de vous présenter, ou en tout cas d'attirer votre attention dessus. Mais il y a notamment une BD qui est parue chez Dargo, qui s'appelle L'Escadron de Catherine de Médicis, et le tome 1 c'est l'affichage de Textoris. Alors là vous êtes plus sur une histoire, une BD sur fond historique, très bien dessinée, vraiment, les aplats de couleurs, les dessins sont absolument magnifiques, moi j'ai beaucoup accroché à ce niveau là. Le truc c'est que j'ai pas été prise dans l'histoire. En fait, pour vous recontextualiser l'histoire, on est au XVIe siècle. Petit cours d'histoire rapidement. C'est une période un peu chargée en France et tendue parce que du coup il y a pas mal de tensions entre les catholiques d'un côté et les protestants de l'autre, et toutes ces tensions notamment enfin en tout cas on le découvre vraiment dans la BD, se cristallisent autour du personnage de Catherine de Médicis, qui est alors de mémoire la reine régente, mais qui n'est pas forcément très appréciée de la part de ses contemporains pour diverses raisons qui sont décrites dans la BD et que je vous invite du coup à découvrir si ça vous tente. Et en fait dans cette période là, Catherine de Médicis s'entourait d'une sorte de cour de jeunes femmes, l'escadron justement auquel le titre fait référence, et on se retrouve à suivre Gabrielle, qui est une jeune femme plutôt simple. Elle n'est pas immensément décrite, je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal aussi à m'attacher. On sait pas grand chose d'elle, si ce n'est que voilà, elle habite en Provence, elle a une meilleure amie, mais que petit à petit, comme pour nos plus belles années, comme elles grandissent, les avis, les opinions ne sont plus les mêmes, et forcément les chemins sont un peu plus compliqués pour l'une comme pour l'autre. Mais notre chère Gabrielle, ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est intégrer donc le fameux escadron de Catherine de Médicis, et
et c'est vraiment le but pour elle à atteindre dans sa vie. Parce que c'est un peu voilà une façon de se faire bien voir de la part du reste de la société et d'espérer d'avoir un bon parti, ou en tout cas une bonne position dans la société. Ça reste quand même un élément important, mais j'ai oublié de vous le mentionner, c'est que cet escadron, principalement donc de jeunes femmes, elles sont aussi là pour espionner un peu la cour et tenir au courant la reine de ce qui se passe, vu que comme je vous disais, elle est pas très appréciée. Alors moi je pense que vraiment le gros souci que j'ai eu avec cette BD déjà, c'est le côté je l'ai lu en numérique, et une BD en numérique c'est quand même plus compliqué je pense à apprécier que quand on l'a entre les mains. Et puis même en fait j'ai pas été transportée par l'histoire. Je m'attendais je pense à autre chose par rapport au résumé qu'on m'en avait fait, mais j'ai pas du tout aimé le personnage principal de Gabrielle parce que comme je vous disais, elle est pas hyper approfondie au niveau de son background. Donc peut-être que ça arrivera dans la suite, c'est pas dit. Mais ouais non, je l'ai pas trouvée particulièrement attachante en fait. Elle découvre les premiers émois, elle découvre plein d'autres choses, sa relation avec son ami est un peu compliquée. Et en plus de ça, on a tout le contexte qui lui-même est très compliqué au niveau de l'histoire. Mais non, je sais pas, et pourtant j'aime bien les BD historiques, j'ai beaucoup aimé le graphisme, ça c'est y a rien à dire, irréprochable. Franchement j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la BD en elle-même, mais ouais je pense que vraiment le gros bémol c'est son personnage principal et c'est quand même relativement dommage. Je demandais pas à m'identifier à elle parce qu'au final maintenant c'est plus tellement ce que j'apprécie et ce que je cherche dans mes lectures. Alors parfois c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi ça match moins bien avec des personnages, mais là ça l'a pas fait et donc je pense que ça a un peu impacté ma lecture, puisque de toute façon c'est elle qu'on suit principalement et que Catherine de Médicis au final est un peu plus en fond. Après honnêtement, si vous êtes amateur et amatrice de BD historique avec le contexte justement de la guerre des religions, je crois que c'était ça le nom, la guerre des religions, bref, la guerre entre catholiques et protestants au XVIe siècle, foncez. Parce que vraiment au niveau documentation sur l'époque, on sent qu'il y a vraiment eu un travail de recherche qui a été fourni par l'auteur ou l'autrice. Et rien que pour ça en fait ça donne envie un peu de se pencher sur le travail final pour voir comment un auteur ou une autrice a pu se dépatouiller un peu avec un sujet si vaste. De toute façon moi, parce que comme je vous l'ai dit, le gros problème ça a été le personnage principal et le fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est totalement subjectif. Donc pour le coup c'est le seul truc que j'ai à reprocher à la BD, donc vraiment si vous êtes un tant soit peu tenté par le pitch, n'hésitez pas. Sur ce, moi je pense que je vais m'arrêter là parce que il m'est avis que j'ai beaucoup parlé. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. J'ai d'autres lectures là entre temps qui se sont terminées et que j'ai vraiment hâte de vous présenter dans le prochain point lecture ou dans de prochaines vidéos, publications sur mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à regarder dans l'espace de la description si vous voulez voir un peu ce qui se passe sur Instagram et sur ce qui se passe du côté de TikTok. Alors TikTok est un peu moins actif en ce moment, mais Instagram c'est vraiment une publication par semaine au moins. On a chaque mercredi comme ça une chronique sur un livre qui paraît. Chaque fin de mois avant la sortie de la vidéo, donc du point lecture, vous pourrez voir ainsi sur Instagram notamment les lectures qui seront présentes donc dans mon point lecture. Les déceptions, ne vous attendez pas toujours à les retrouver sur YouTube. Sur Instagram peut-être un peu plus parce que le format de présentation de mon avis est quand même plus court qu'une vidéo, ça peut durer peut-être 5 minutes, donc 5 minutes à enfoncer un livre c'est long. Après sur TikTok, là pour l'instant j'ai un peu mis en stand-by, mais vous pouvez retrouver notamment quelques petites sélections thématiques. Alors principalement là je dirais il y a du manga principalement, mais voilà il y a d'autres formats qui vont arriver en chemin. Je reprends petit à petit les rênes des réseaux sociaux. Donc ouais, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, moi je suis toujours preneuse. Moi je vais vous laisser là parce que je vais encore trop parler. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!